l'Europe du Nord, c'est le berceau donc de l'industrialisation et de la croissance au XIXe et dans la première partie du XXe siècle. Et c'est cette Europe du Nord qui va être en crise structurelle à partir des années 60, quelquefois même un peu avant. Hein. Et donc on a là des villes et des territoires qui ont été organisés par la production industrielle et qui vont être acculés en quelque sorte à la reconquête de leur base matérielle pour exister. Et plus que pour exister, pour entrer dans le jeu de la concurrence européenne qui est absolument nécessaire aujourd'hui, dans la concurrence européenne des métropoles, puisqu'on arrive à une période où quand on est une ville, c'est pas grand-chose. Quand on est une métropole, on a un certain poids. Alors comment est-ce que d'une ville industrielle, on peut passer à l'état de métropole? Pour essayer de vous parler de ce phénomène, j'ai choisi de vous présenter donc 3 villes qui ont un passé industriel très important, 3 villes qui, dans une Europe en crise aujourd'hui, sont sans véritable croissance, mais en tout cas qui sont en terrible mutation et qui ont l'ambition, par cette mutation profonde de leur tissu urbain, d'avoir une mutation de leur statut économique, de leur statut politique, mais aussi de leur statut social et d'art de vivre. Donc 3 villes qui sont en quête, en quelque sorte, d'une lisibilité, d'une visibilité, comme capitale de région ou comme capitale au niveau européen. Ces 3 villes, donc, c'est Manchester en Angleterre, Lodz ou Łódź en Pologne et la métropole lilloise en France. On est actuellement dans une période où on prône le resserrement urbain et le développement durable. Comment ces villes qui veulent devenir métropoles gèrent leur héritage industriel, non pas patrimoine, mais leur héritage industriel, que je qualifie d'encombrant. On a là un héritage encombrant, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment est-ce qu'on peut faire advenir cet héritage encombrant à un véritable patrimoine qui sert justement à revaloriser l'ensemble de la ville. Alors, est-ce que ces villes y réussissent ou pas? C'est ce que on va essayer de voir donc ensemble. Je vais tout de suite attaquer par Manchester. Alors, dans l'ordre, je vous parlerai de Manchester, de la métropole lilloise et de Lodz, parce que c'est un peu chronologiquement la façon dont ces villes ont montré leur capacité à muter. La première donc de ces villes, c'est là, oh, non, oui, ça marche. La première, alors ça doit être là. La première ville dont je vous parlerai, c'est donc Manchester, qui est en quelque sorte donc où on a parlé pour la première fois, et ça s'est répandu à travers cette Europe du Nord essentiellement, où on a parlé de régénération urbaine. On dit que Manchester est la championne de la régénération urbaine. Et c'est vrai que à partir d'une ville archétype de la ville industrielle, on en est arrivé à une véritable métropole reconnue au niveau européen. On parlait pour cette ville de la dirty old town, donc la vieille ville sale, hein, et on parle aujourd'hui de métropole rayonnante. Donc, comment s'est fait le passage de l'un à l'autre? Est-ce que c'est par le biais d'un regard sur cet héritage industriel, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, vous verrez que c'est un peu des deux. Peut-être un petit regard sur la ville de Manchester. Actuellement, on a, bon, dans le cadre que vous voyez là, c'est la ville-centre de Manchester, 450 000 habitants. L'agglomération, le Grand Manchester, fait 2,5 millions, donc c'est une grosse métropole. Si on regarde
la population de la municipalité de Manchester en 1931, c'était 766 000 habitants, et en 2002, 422 000. Donc, presque la moitié de la population qui est partie, à cause de la crise. On a parlé à propos de Manchester comme à propos de beaucoup de villes d'Europe du Nord, mais aussi du monde occidental, Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis et Canada, du phénomène des shrinking cities, ce phénomène des villes qui rétrécissent. Ça fait un peu science-fiction. Avec vous connaissez certainement l'exemple de Detroit, qui est une catastrophe actuellement, puisqu'on a dû raser un tiers de la ville. Et il y a un très beau livre là, à la librairie de la Cité, sur des photos prises par 2 architectes français de cette ville où le patrimoine est tellement encombrant, enfin l'héritage est tellement encombrant qu'il se dégrade complètement, et regardez un peu ce que peut être une ville industrielle en déclin. Je crois que c'est très important. Alors, Manchester fait partie de ce lot. L'île Roubaix-Tourcoing, et certainement plus Roubaix et Tourcoing que Lille, en font partie. Lodz en fait partie. Comment est-ce qu'on peut avoir un espoir avec ces shrinking cities, avec ces villes en déclin, ces villes qui rétrécissent? La particularité de ces villes se fait dans la structure urbaine héritée par le phénomène industriel. Et bon, là, vous avez une vue aérienne du centre de Manchester. Ce que vous remarquez tout de suite, c'est qu'il n'y a pas véritablement un plan d'art urbain tel qu'on peut le voir dans une ville classique. Ah, c'est déjà passé. Donc, une ville qui n'a pas véritablement un plan conforme à un plan d'art urbain. Par contre, une ville qui est entourée de très grandes gares, c'est-à-dire les communications, très importantes pour l'industrie, des canaux qui peuvent être importants, et d'autres qui sont secondaires, mais qui existent réellement, et qui se baladent un peu partout dans la ville, et qui sont à la base donc du travail industriel. Donc des villes qui ont une structure particulière et qui vont concentrer des éléments bâtis qui ne sont pas les éléments habituels, hein. Par exemple, l'habitat industriel. Alors là, je vous montre vraiment ce qu'il y a de pire dans l'habitat industriel de Manchester, tel que a pu le décrire Engels dans la première partie du 19e. Ça existe encore. Ça existe encore, ces rues d'habitat répétitif, jointif, adossé sur une ruelle. Il y a encore, alors non pas dans le cœur même de Manchester, mais dans la périphérie et dans toute la partie nord-est, on a encore des quartiers de ce type. Il y a énormément de travail qui est fait, évidemment, depuis les années 70, hein, mais il y reste encore ce type d'habitat. Est-ce que c'est du patrimoine? Je ne sais pas. Sachant qu'on peut très bien classer quelques-uns de ces types d'habitats, comme ça s'est fait, par exemple, à Roubaix, où on a classé des courets. Hein. Je crois que c'est, en tout cas, pour mémoire. L'autre originalité, c'est que, évidemment, ces villes sont faites de ce tissu urbain habitat-travail, c'est-à-dire les usines, l'habitat, les entrepôts, et des entrepôts souvent superbes, hein, qui sont en même temps des maisons de commerce, comme ici, donc, dans le centre de Manchester sur Portland Street, qui sont aussi la richesse de la ville au 19e, qui a permis aux municipalités d'apparaître comme des gestionnaires de l'ensemble, et le City Hall de Manchester est particulièrement remarquable en style néo-gothique, et avec ses adjonctions des années 20-30, mais il y a aussi la bibliothèque municipale en rotonde, etc. Il y a toutes les banques, il y a le Royal Exchange, etc. Enfin, plein d'éléments extrêmement importants. Et puis, il y a les infrastructures proprement dites, ce lacis de ponts,
de viaducs, de canaux qui vont donner un paysage absolument exceptionnel à la ville. Et tout ça va servir évidemment à donner un sens, en tout cas une esthétique qu'il faut reconnaître à ces villes industrielles. Ce qui s'est passé à partir des années 50-60, c'est un effondrement de l'économie, une délocalisation, une fermeture des usines, une paupérisation des quartiers. Et aux réactions, alors les Anglais ont été les premiers à réagir en inventant ce qu'on a appelé l'affinage des centres. Donc une théorie urbaine dans les années 60 qui font que l'on va évacuer le plus possible les lieux de production et les lieux de l'habitat de la ville pour essayer d'en faire des centres directionnels, des centres de commandement, des centres tertiaires. Et on va inventer une autre architecture qui va remplacer donc celle des usines et de l'habitat. Ici, on a l'exemple donc du centre Piccadilly à Manchester, en architecture brutaliste de la fin des années 50, début des années 60, qui, à mon avis, est d'ailleurs très belle, il faut reconnaître. Et on a vu dans les années 60, dans Manchester, plein de tours se hérisser qui sont des tours de bureaux. Et donc au détriment, évidemment, des activités productives auparavant. En même temps, Manchester sent bien qu'il faut en même temps former la population, donc on a des ensembles universitaires extrêmement importants qui se développent, qui existaient déjà pendant la période industrielle, mais qui vont se développer. Et par contre, on a de nouvelles banlieues qui apparaissent en périphérie avec des grands ensembles. Je pense à la banlieue sud de Hume, qui est construite en 72, qui va être une catastrophe sociale, très rapidement, puisqu'on va parler de la concrete jungle, donc la jungle de béton, et que ce quartier de Hume sera détruit dans les années 90, donc même pas 20 ans, pour une autre façon donc de prévoir les villes. Mais en même temps que l'on a cet affinage des centres, il y a des associations qui commencent à regarder le patrimoine industriel et qui essayent d'avoir une attention, alors non seulement au patrimoine, mais à ce qu'on appelle en Angleterre à cette époque-là l'archéologie industrielle, avec des gens comme Kenneth Hudson. Et à Manchester va s'établir le premier grand musée des sciences et techniques dans une ancienne gare, la gare de Liverpool Street, dans le quartier de Castlefield, qui est un quartier sud du centre de Manchester. Et en même temps, on va classer ce quartier d'usines, de canaux, qui est donc au sud du centre. C'est un moment important, donc en 1983, s'ouvre ce musée qui prend 5 bâtiments industriels importants et qui va être vraiment l'emblème de l'attention au patrimoine industriel. C'est là qu'il y a une machine à vapeur en fonctionnement, qui donc va montrer exactement ce qu'est... à quoi est due la richesse de Manchester et comment on peut traiter donc de ce patrimoine technique et urbain en même temps. Donc en même temps, vous avez des bâtiments qui vont changer d'affectation, qui sont classés, reconnus, et qui changent d'affectation. Donc tout ça dans les années 80, début des années 90, comme cette ancienne petite bibliothèque qui se transforme en pub, tout simplement, mais en tout cas qui reste. Alors que vous voyez autour, au contraire, vous avez des tours de bureaux ou d'habitation qui se hérissent et qui changent complètement le profil urbain. Profil urbain qui va être complètement modifié en 30 ans à Manchester, mais qui va se faire d'une façon un peu chaotique, mais qui va permettre d'assimiler quand même les éléments du patrimoine industriel. Là, vous avez l'intérieur d'un entrepôt qui a été classé et qui a été transformé en hôtel, l'hôtel Britannia.
dans la Watts, l'entrepôt Watts, qui est un des plus grands entrepôts d'étoffes, qui était en même temps une maison de commerce, de présentation des lieux, et on voyait la richesse de ces bâtiments. Donc là, c'est une vision de l'escalier central. Et en même temps, on a des opérations qui vont se faire dans le centre. On commence par le centre, donc dans les années 80. La municipalité va essayer de réagir évidemment au déclin et elle va se lancer dans une politique. Donc la municipalité va se lancer dans une politique de Real European City, donc de vraie ville européenne. Et pour ce faire, elle va adopter la politique gouvernementale de Madame Thatcher à partir de 86, basée sur la déréglementation. Ce que ne va pas accepter tout de suite sa voisine Liverpool, qui va essayer de continuer à lutter contre cette déréglementation et qui va essayer de maintenir l'ancien essor industriel, bien à perte. Et ce que va faire Manchester, c'est de travailler tout de suite la régénération urbaine en partenariat public-privé. Donc c'est ce partenariat public-privé qui va permettre la transformation assez rapide du centre en faisant confiance à des entrepreneurs privés, tout en essayant avec eux de mettre au point des projets qui permettront d'avoir des financements d'État. C'est assez complexe, mais ça permet, puisque à partir du gouvernement de Mme Thatcher, il n'y a plus d'aide directe aux villes ou aux régions, mais il n'y a des aides qu'à partir de la présentation de projets qui sont acceptés ou non. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir des projets qui rentrent dans la volonté de l'État. Et c'est ce qui va être fait, donc, à Manchester, où on a plusieurs attentions. Alors, vous avez, par exemple, le programme gouvernemental City Challenge, donc, qui est un programme de mise en concurrence des projets de différentes villes et qui permet d'avoir des financements. Et donc, Manchester va faire partie de ces villes, de ces villes primées, on peut dire, par City Challenge. De même, il y a une autre politique qui viendra après avec M. Blair, qui est la politique City Pride, c'est-à-dire la fierté urbaine, et qui distribue donc à partir de projets des financements. Donc ce sont tous ces programmes qui vont être pris en compte par la municipalité et qui vont faire de cette ville ce qu'on appelle une ville entrepreneuriale, c'est-à-dire qui joue le jeu du public et du privé ensemble. Donc des grands projets vont se mettre à jour. Par exemple, ici, vous avez un centre d'exposition à l'emplacement d'une ancienne gare, de l'ancienne gare centrale de Manchester, et la reprise des entrepôts qui accompagnent cette gare par du privé, qui en fait des lieux d'exposition, des lieux de bureaux, etc., de rencontres. Et il y a toujours ce partenariat qui va être marqué dans toutes les opérations. Vous avez alors donc la gare centrale vue de l'autre côté, transformée en centre d'exposition, qui s'appelle donc le JMEX Center, et qui est surmonté maintenant par l'hôtel Hilton. Donc, on a pu conserver la gare en tant que telle, comme patrimoine, et en même temps, on lui accole la tour du Hilton d'une façon complètement contemporaine. Et ça ne fait absolument pas peur aux Anglais, et je crois que c'est une vraie dynamique qui est enclenchée donc par ce jeu de la ville avec le secteur privé. On trouve la même chose autour de toutes les grandes gares de Manchester aujourd'hui, comme la gare Piccadilly, où vous voyez les immeubles contemporains qui jouxtent
les anciennes usines réhabilitées en bureaux et qui permettent de conserver en même temps l'héritage de la ville et qui donnent un souffle nouveau pour l'ensemble. Il y a un autre phénomène à Manchester qui a été déterminant, c'est une bombe, une vraie bombe. Alors, je ne sais pas si c'était une bombe tout à l'heure, on a vu plein de fumée du côté des Champs-Élysées. Bon, enfin bref. Donc une bombe de l'IRA en 1996 dans le centre de Manchester qui a démoli tout un grand centre commercial, le centre Arndale, qui faisait partie de ce projet antérieur d'affinage du centre, un grand centre commercial. Tout a sauté. Et donc le travail qui a été fait à partir de ces destructions, c'est d'en profiter pour reconstruire la ville d'une façon contemporaine, mais en même temps de réutiliser tous les bâtiments anciens qui n'avaient pas été démolis pour en faire véritablement un centre-ville beaucoup plus important. Donc le Royal Exchange ici transformé en théâtre et le centre commercial complètement refait et qui s'étale sur un site assez vaste et qui vont redonner un souffle donc au centre. Au nord de ce centre commercial, toute une zone qui a été aussi démolie et on en a profité donc pour reconstruire, non pas du tout à l'identique, mais de faire un centre commercial digne. Alors pourquoi je vous montre cette photo par rapport au patrimoine, c'est qu'il y a eu un énorme travail sur l'espace public. Et donc, à partir aussi des années 96, 97, 2000, la ville de Manchester veut travailler ses rues, ses places, et travailler son paysage urbain. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez le passage de l'eau qui reprend en fait la mémoire d'un ancien canal. Et donc, il y a une continuité dans les villes qui se fait par l'eau. Et vous allez le voir, on reprend beaucoup les anciens canaux comme lieu de promenade urbaine. Mais quand les canaux ont disparu, on en retrouve la trace par un travail paysager, et y compris donc dans cette partie nord. Donc un centre qui va devenir peut-être de plus en plus tertiaire, de plus en plus commercial et de moins en moins mixte, et ce qui est un petit peu un problème aujourd'hui. Par contre, une autre réalité de Manchester, c'est que c'est une ville avec un centre assez petit, mais qui est entourée de quartiers qui étaient tous très industriels. Donc des quartiers péricentraux qui vont être le lieu de la transformation à partir des originalités que ces différents quartiers industriels ont pris avec le temps. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est comment ces quartiers péricentraux se sont spécialisés avec des communautés particulières et que ces communautés vont avoir un rôle très important dans la revitalisation de la ville. Alors, par exemple, ici, le quartier chinois, qui est un quartier très proche de l'hypercentre de Manchester. C'est un quartier qui est devenu un quartier de loisirs, qui est devenu un quartier de restaurants, de bars, qui a évidemment sa connotation communautaire importante, mais ce qui a permis aussi de sauvegarder le bâti. C'est-à-dire que le bâti a été entretenu même à minima, mais il a été entretenu. Et donc actuellement, on a un quartier avec énormément de grandes maisons de commerce du Manchester industriel qui ont été sauvegardées. À côté de ce quartier chinois, il y a le quartier gay. Alors le quartier gay qui est
revendiqué comme tel par Manchester. C'est donc un quartier qui a rassemblé, qui est un quartier à l'est du centre et qui est traversé par un petit canal le long de Canal Street. C'est un quartier qui a été complètement sauvé, on peut dire, par cette communauté d'homosexuels qui s'y est trouvé bien, qui a ouvert des lieux branchés, qui s'est installé dans des lofts et qui petit à petit a permis, ou alors peut-être c'est pas très bien, mais a permis la gentrification de ce secteur en crise. Et la municipalité de Manchester l'a tellement bien compris qu'elle en a fait de la publicité. Et actuellement, dans les plans officiels de Manchester, vous avez le quartier gay, le quartier de 24 heures sur 24. C'est-à-dire celui où il se passe toujours quelque chose, et ça attire évidemment les touristes, et ça attire les investisseurs, et c'est un quartier qui a été sauvé par cette communauté de base. Donc ça, c'est aussi très important de partir de cette base. Voilà, donc Canal Street qui longe ce petit canal. Alors, à partir de là, de ces années 90, il y a eu un programme de la municipalité pour travailler sur tous les canaux, et vous le verrez dans les différents quartiers. Tous les canaux vont être reliés entre eux. Évidemment, ce ne sont plus des canaux industriels, mais ça devient des canaux qui accompagnent des cheminements piétonniers et qui sont une véritable trame bleue dans les villes, en conservant, et ça c'est intéressant, tous les éléments du patrimoine technique, c'est-à-dire les écluses, les ponts, les berges, etc., le travail des berges, et on peut naviguer actuellement dans Manchester, dans ces toutes petites péniches que vous avez là, on peut même y vivre, et on peut traverser comme ça toute la ville. Donc c'est un élément du patrimoine industriel, incontestablement, qui donne une homogénéité à l'ensemble de la ville. Mise en valeur du patrimoine, vous avez ici un bâtiment universitaire, toujours dans ce même quartier, qui s'est développé dans une ancienne usine et où on a gardé absolument tous les éléments, les entrées particulières à partir du canal, qui donnent donc, qui mettent en valeur le patrimoine tout en donnant une nouvelle valeur économique au secteur et une diversification. Un autre quartier, le Northern Quarter, donc au nord, comme son nom l'indique, au nord le quartier nord du centre, qui est un quartier qui, lui, a eu aussi une histoire assez particulière à partir des années 80, parce qu'il a été pris en charge, on peut dire, par un autre type de communauté basée sur la musique. Et c'est le lieu de la musique post-punk qui s'est développé là. Il y a eu un studio d'enregistrement particulièrement important, les Factory Studios, qui ont fait les enregistrements de tous les grands groupes punk, post-punk, comme, je sais pas, les Sex Pistols, Joy Division, les Bloody Mondays, etc. Enfin, moi, je les connais pas tous, mais peut-être certains en connaissent. Et ça a été très important pour l'économie du quartier. Il y a eu plein de bars musicaux. Et du coup, là aussi, la municipalité a joué le jeu, a édité des cartes des lieux de concert à travers la ville, les a diffusés dans toute l'Angleterre, et il y avait des rassemblements très importants dans les années 80 pour cette musique très particulière. Si vous voulez, c'est un peu le parallèle de la Beatlemania à Liverpool, mais là pour un autre type de musique, et ça a été extrêmement important pour ce quartier, qui s'est vu complètement transformé par cette économie souterraine, underground, qui est devenue très importante pour les villes. Et pour ensuite, pour l'enseignement, pour la formation, etc. Donc il ne faut pas négliger ce qui se passe d'une façon souterraine et qui est
éclate au plein jour d'une ville, dans un quartier, parce que c'est vraiment là le moteur de la transformation. Il y avait aussi, oui, une salle de concert particulièrement intéressante qui est la Hacienda, qui a ouvert en 82, qui a fermé en 97, qui vient d'être repris par un grand musicien contemporain de la scène pop en janvier 2012, là, et dont on parle dans toute l'Europe musicale. Donc, bon, ça se fait comme ça, aussi. Et donc, c'est ça aussi, ce rapport public-privé. Le privé, c'est pas seulement les banques. C'est aussi des gens qui ont des idées, qui innovent sans moyens, et qui finalement induisent une transformation radicale de certains secteurs. Donc ça me semble tout à fait intéressant. Alors à partir alors dans le Northern Quarter, vous avez par exemple là aussi des exemples de réhabilitation, réutilisation, pas assez, parce que là ce sont des anciennes halles de coton qui ont été transformés en habitat. Là, par contre, on va beaucoup plus mixer le travail et l'habitat. Il va y avoir une grosse redensification pour essayer de ramener de la population dans la ville, puisque je vous avais dit qu'elle perdait énormément de population, qui ne respecte que très à minima le patrimoine, comme vous le voyez, puisqu'il ne s'agit plus que de murs écrans pour englober de nouvelles opérations de logement. Façadisme qui est un peu souvent la norme, un peu trop souvent la norme, mais pas que. Bon, il y a aussi d'autres exemples plus intéressants. Un autre exemple, alors on voit rien du tout là, c'est je vous ai parlé tout à l'heure du musée des sciences et techniques dans le quartier de Castlefield. Castlefield qui a été promu Urban Heritage Park dès 79, hein, donc un parc sauvegardé dans la ville. Et dans tout ce secteur, donc au sud du centre, toute la réhabilitation se fait à partir de ces ouvrages d'art que sont donc les ponts, les viaducs, les canaux. Et ça donne tout un lacis de communication tout à fait particulier, où on a privilégié les relations douces, tout en instaurant quand même ce qu'on appelle le Metrolink, qui est un tramway, hein, qui va du centre jusque dans toute cette zone, qui permet donc des transports en commun et des relations douces à travers tout le quartier. Donc ici, mise en valeur donc, des canaux par la ville, et tout un travail donc de réhabilitation des anciens entrepôts, comme ici Potato Wharf, qui est transformé en auberge de jeunesse. D'ailleurs, si certains étudiants veulent y aller, on y est très bien, et qui est accompagné de bâtiments plus neufs, de salles de sport, etc. Et petit à petit, on remonte jusqu'au musée des sciences et techniques, et on traverse en même temps, puisque c'est Castlefields, en fait c'est l'ancien siège de la ville romaine de Manchester, donc le patrimoine est bien plus ancien, et là on peut avoir une relation à tout l'héritage urbain de la ville, qui est inscrite sur des panneaux, dans le sol, etc., et où on a vraiment un travail d'inventaire complet du patrimoine mancunien, et pas seulement du patrimoine industriel. Donc ce mix, je trouve, est très important aussi, parce que ça permet de relativiser aussi les choses. Ici, toujours dans ce quartier, une ancienne fabrique de parapluies transformée en rain bar, donc en café. Il y a énormément de pubs et de cafés à Manchester. Alors, c'est la ville du sport en même temps, du football et
et des supporters, et les supporters ont souvent soif. Donc il y a énormément de lieux de rencontres et de convivialité qui prennent évidemment comme support les anciens bâtiments industriels. Toujours dans ce quartier, mais plus vers Deansgate, c'est-à-dire entre Castlefield et puis la gare centrale, c'est par le canal qu'on va reconnaître certains éléments du patrimoine industriel et les transformer, mais il y a aussi énormément de constructions neuves liées à la densification. Donc c'est toujours ce mixte-là qui va jouer et qui est assez intéressant. Ici, au contraire, un grand entrepôt classé qui va devenir restaurant, café, lieu de rencontre et logement, un peu à la manière de ce qu'on a trouvé au Dock Sainte-Catherine à Londres. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes caractéristiques. Et puis des lofts et des bureaux qui s'installent dans les usines qui ont été répertoriées, ou quelquefois pas répertoriées, mais où il y a eu des investisseurs qui se sont dit « Ah là, c'est assez intéressant, on pourrait peut-être s'y installer ». Et c'est pourquoi je voudrais vous parler d'entrepreneurs de patrimoine industriel qui me semble vraiment intéressant, où je vous ai signalé dans la bibliographie l'ouvrage qui vient juste de paraître là en février 2012. Ce sont deux architectes, deux copains dans les années 80 qui fréquentaient la Hacienda et les groupes post-punk, Tom Bloxham et Jonathan Falkingham. Et puis, eux sont tombés amoureux du patrimoine industriel. Ils sont tombés amoureux des vieilles usines. Parce qu'ils étaient dans ce quartier, ils avaient des lofts, pas aménagés, ils se la jouaient un peu à l'américaine, à la Soho, à la New York. Et puis, ils se sont dit, bon, en tant qu'architecte, on peut peut-être faire quelque chose avec ça. Et ils ont fondé une entreprise de transformation des bâtiments industriels. Et ils sont devenus promoteurs immobiliers des bâtiments qu'ils transformaient eux-mêmes. Et ils ont fondé donc une entreprise qui s'appelle Urban Splash, qu'ils ont créée en 93, à deux, tranquillement. Ils allaient voir les villes, Liverpool, Manchester au départ, essentiellement, en disant, ben voilà, il y a tel bâtiment à tel endroit, on aimerait bien pouvoir le transformer, comment est-ce qu'on peut commercialiser, est-ce que vous pouvez nous aider, comment est-ce qu'on peut monter des dossiers, etc. Et puis, tant et si bien qu'ils sont devenus un des premiers promoteurs immobiliers d'Angleterre aujourd'hui. Ils emploient plus de 300 personnes, designers, architectes, etc. Ils ne font plus seulement que de la réhabilitation de bâtiments industriels, mais aussi ils créent de l'habitat nouveau de type loft, puisque ça marche très bien. Et ils appellent leur travail la régénération organique. Et je trouve ça assez intéressant. Régénération organique, c'est-à-dire des transformations au feeling. Ils disent qu'ils travaillent plus par intuition que par stratégie. Et là aussi, c'est vraiment dans cette mentalité du Northern Quarter du départ, cette innovation par la base. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors, ils ont fait énormément d'opérations à Manchester, encore plus à Liverpool, maintenant à peu près dans tous les Midlands, dans toutes les villes industrielles, et ils arrivent à Londres aujourd'hui avec leurs projets. Et alors peut-être qu'ils ont trop réussi, mais je trouve que c'est quand même très intéressant comme type de réussite dans cette dérégulation anglaise. C'est assez enthousiasmant. Et en tout cas, les opérations que j'ai vues d'eux étaient vraiment enthousiasmantes. Ici,
Autre quartier, Spining Fields, le long de la rivière Irwell. La rivière Irwell, c'est la rivière principale, qui est très petite, de Manchester, où on a conservé évidemment tous les ponts et ouvrages d'art habituels. On en a rajouté d'autres, et en particulier un pont de Calatrava qui va permettre de réunir les deux parties de cette rivière, sont bordées essentiellement, qui étaient bordées essentiellement de bâtiments entrepôts, et qui vont voir une transformation complète aujourd'hui avec des habitations, des immeubles d'habitation et des immeubles tertiaires très importants, aussi bien dus à des promoteurs privés qu'à des volontés de la municipalité, avec par exemple le centre de justice, etc. Et qui va donner donc une nouvelle mise en scène urbaine avec des espaces publics, comme on a ici, là, au pied de la passerelle de Calatrava. Et là, on voit bien que ce sont d'anciens entrepôts réhabilités, alors que vous avez quelques immeubles, au contraire, complètement nouveaux. Là, on est vers le centre-ville. De ce côté-ci, on est vers la périphérie. Et là, on a beaucoup plus de grands immeubles d'habitation. Alors, je voudrais vous parler là d'un autre quartier qui est complètement en train de se transformer aujourd'hui, qui est le quartier de Ancoats. Ancoats, c'était vraiment le quartier industriel par excellence, hein, qui a commencé à se développer à partir de 1780, donc, puisque l'industrialisation en Angleterre est plus rapide. Ils ont toujours eu des moments d'avance par rapport au reste de l'Europe. Et tout ce quartier se transforme complètement aujourd'hui. Et il se transforme parce qu'il y a eu une attention de la région, de la ville, de ce qu'on appelle les Urban Village Companies. Je vous ai dit qu'il y avait des quartiers avec des communautés. Tous ces quartiers font partie d'une politique urbaine qui s'appelle les villages urbains. C'est-à-dire travailler par village, par quartier, plutôt que travailler sur l'ensemble. Et dans ces différents villages urbains, essayer de trouver la spécificité des lieux, plutôt que d'annihiler l'histoire des lieux. Et ces villages urbains sont accompagnés par les monuments historiques. Les monuments historiques qui sont sectorisés donc par quartier. Et le Ancoats Building Preservation Trust, qui a été créé en 1995, devient en quelque sorte un promoteur à but non lucratif, un promoteur spécialisé en bâti historique. Et leur slogan, c'est l'histoire avec un futur. Donc, c'est en même temps de la préservation de monuments historiques, et c'est en même temps un futur, un autre usage, une autre affectation. Donc c'est ce quartier de Ancoats qui est en train de complètement se transformer, se fait comme un véritable projet de quartier, et pas seulement la réhabilitation des bâtiments les uns par rapport aux autres, les uns puis les autres. Mais vraiment, c'est l'ensemble qui est pensé en même temps, avec en même temps un engagement social de la part des différents groupes partenaires, avec des projets éducatifs, avec des histoires qui se racontent, avec une mémoire des lieux qui va permettre, on l'espère, de ne pas engendrer la gentrification des autres quartiers, mais au contraire asseoir la population existante et la développer. Donc, projet de village urbain qui prend en compte en même temps l'ancien habitat ouvrier, qui prend en compte les églises, les écoles, et qui prend en compte, bien sûr, alors, le canal, mais les ensembles d'usines. Et pour ces différentes usines, un partenariat public-privé, bien sûr, les Royal Mills avec la banque ING, les Murray's Mills avec la Banque d'Écosse, les Walk Mills avec Urban Splash,
chaque fois, on essaye de trouver des partenaires qui ont les moyens, et tous les bâtiments donc, qui sont classés et qui ont été présentés à l'UNESCO comme patrimoine mondial, ils attendent la réponse. En tout cas, toutes ces opérations se font avec des financements européens, parce qu'ils ont su monter de bons dossiers. Et donc, on a une transformation. Moi, je suis allée dans ce quartier à 3 ans d'écart. C'est une métamorphose. C'est vraiment un quartier qui redémarre, et on espère que ça marquera véritablement un tournant dans Manchester. Il y a évidemment d'autres secteurs de Manchester qui se transforment complètement et qui ne font absolument pas attention au patrimoine. C'est par exemple les quais de Salford. Je vous montre cette photo uniquement pour vous montrer le pont tournant, qui est le seul élément historique et technique de l'industrie dans ce secteur des docks qui a été conservé. Pour le reste, on a absolument tout rasé. Mais il y a par contre des choses assez intéressantes qui se sont faites en place. Et puis, il ne faut pas oublier que la densification de la ville-centre se fait parallèlement à l'attention au patrimoine, et que ça donne une espèce de chaos urbain que je trouve assez dynamique et intéressante, mais qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Et ce qu'il ne faut pas oublier quand même pour Manchester, c'est quand même les émeutes d'août 2011, qui ont été particulièrement difficiles et sanglantes, et qui prouvent que quand même il y a des stigmates de pauvreté extrêmement présentes, de discrimination et de révolte face à l'embourgeoisement de la ville. Donc tous ces phénomènes sont aussi évidemment à prendre en compte. Donc voilà pour Manchester. Je vais passer à Lille Métropole, qui elle n'est pas la championne de la régénération urbaine, mais la championne du renouvellement urbain. Légère différence. Alors le renouvellement urbain, c'est comment fédérer une métropole par des actions ciblées sur les anciennes friches industrielles. Bon, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que on a dans la métropole lilloise, donc une métropole qui a 1 100 000 habitants à peu près, si on prend que la partie française, puisqu'on est quand même une métropole transfrontalière, je dis on parce que j'en fais partie, une métropole transfrontalière qui a 1 800 000 habitants avec la partie belge, qui a les mêmes caractéristiques historiques et morphologiques. Donc là, si on ne prend que la partie française, on a une espèce de nébuleuse urbaine encadrée par du rural. C'est la seule métropole à avoir 56% de sa surface agricole. Mais c'est très à la mode, c'est très bien, puisqu'on parle maintenant de métropole agricole. On va être à la pointe, après avoir été métropole industrielle. Et la particularité, c'est que, en fait, on dit métropole lilloise, mais il s'agit de plusieurs villes qui ont chacune leur identité. Il y a Lille, bien sûr, qui est la plus ancienne, la plus historique, celle qui est cernée par des remparts, qui a une citadelle, où Vauban a été très important. Et puis on a Roubaix et Tourcoing qui, elles, se sont développées d'une façon spontanée par le laisser-faire, laisser-aller de la révolution industrielle. Et tout ça a été relié par les banlieues des unes et des autres, très industrielles aussi, et donne cette tâche urbaine. Et dans cette tâche urbaine, évidemment, à partir de la crise du textile en particulier, et donc de toutes les industries qui étaient en rapport avec cette industrie mère, on a eu des poches de friches, une dépopulation aussi, ou un changement de population, et des problèmes considérables. Et à partir des années 90, il y a un universitaire qui s'est penché, qui travaillait pour l'agence d'urbanisme et pour la mise en place du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, et qui a mis au point le concept de ville renouvelée. Ville renouvelée, c'est-à-dire
travailler d'une façon particulière sur ces poches de friches urbaines qui peuvent être en plein cœur de la ville et privilégier la réurbanisation de ces poches urbaines plutôt que de se développer en périphérie. C'est la règle des 3 tiers, 1 tiers en périphérie, 1 tiers dans les villes, en densification, et 1 tiers sur les poches de friches industrielles pour les nouvelles constructions. Alors ça marche plus ou moins, évidemment, comme tout ce qui est réglementaire, il y a toujours des dérogations. Mais enfin, quand même, on a fait d'énormes avancées, et c'est un peu ce que je vais vous présenter, évidemment, pour la métropole. Je vais très vite sur les formes urbaines, mais encore qu'elles soient importantes. La forme urbaine de l'île dans sa ceinture, dans son corset de fortification, même si l'île c'est plus que ça, avec le centre historique ici, et puis la ville du 19e qui forcément sera industrielle, et c'est là que l'on va avoir le plus de bâtiments industriels et d'habitat industriel, mais il y en a aussi dans la vieille ville, et c'est ce qu'on verra. Et puis, sur cette ceinture, les premiers grands projets de transformation. Premier grand projet en 89, Euralil, dont vous avez certainement entendu parler, qui n'est pas du tout un projet alors de reprise d'un patrimoine quelconque, puisque c'est un projet qui se fait sur l'ancienne zone non aedificandi des fortifications. Et c'est un projet qui, par son maître d'œuvre choisi, Rem Koolhaas, se veut en rupture totale du reste de la métropole. Donc on a là un projet en rupture et pas du tout intégré, qui va évoluer avec le temps. Je ne suis pas là pour vous en parler, mais en tout cas, il faut connaître ce projet qui est quand même fondamental pour la métropole lilloise et pour sa reconnaissance à l'extérieur. Roubaix-Tourcoing, par contre, sont des villes qui se sont constituées à partir d'un tout petit noyau rural et à partir de hameaux ruraux. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la structure urbaine industrielle qui se fait à partir de ce territoire rural va reprendre la logique agraire des chemins et du parcellaire, et que donc ces villes sont complètement illisibles pour quelqu'un qui n'est pas du coin. Il n'y a pas du tout d'organisation hiérarchique. Il y a à peine, bon si bien sûr, il y a un centre à Roubaix, un centre à Tourcoing, mais c'est pas si évident que ça, et toute la politique de ces dernières années a été d'essayer de redonner une force à ces centres-villes, parce que c'était des villes polycentrées à partir des différents hameaux ruraux. Et tous les noms de quartiers, ce sont les noms des anciens hameaux. Donc on a une structure urbaine extrêmement particulière. À partir de donc cette structure agraire à la base, qui va accueillir les industries, puisque les premiers grands industriels, ce seront les cultivateurs, ceux qui ont les grandes censes, et qui vont construire leurs ateliers à proximité sur leur terrain, et qui vont construire l'habitat, ou qui vont faire construire par des petits rentiers l'habitat ouvrier sur des parcelles agricoles en forme de courées, mais des courées qui, au départ, n'étaient pas à l'intérieur des îlots urbains, qui étaient complètement dans la campagne. Donc c'est assez intéressant comme organisation, et ça n'a rien à voir évidemment avec l'organisation lilloise, qui elle est une ville constituée depuis toujours, une vraie ville historique. Alors comment est-ce qu'on travaille donc le patrimoine à l'île Roubaix-Tourcoing? La première grande, à partir de cette idée de ville renouvelée, est-ce qu'on en a parlé avant du patrimoine ou après? On a plutôt parlé avant. La reconnaissance d'un patrimoine industriel s'est faite avant ce principe de réutiliser les poches industrielles de la ville, et elle s'est faite par plusieurs éléments qu'on va voir. D'abord, le classement à l'inventaire.
le classement à l'inventaire de quelques bâtiments. Il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de mobilisation, d'associations, de défense du patrimoine industriel, avant que l'inventaire réagisse et dise « Ah ouais, bon d'accord, on va classer, allez, on va mettre sur la liste supplémentaire. » Non, n'exagérons pas donc. Donc d'abord sur la liste supplémentaire, et la première à avoir été classée, c'est l'usine Mode Bossu, qui a été classée en 1978, donc une usine en plein centre de Roubaix, et qui a été donc rachetée par l'État pour en faire les archives du monde du travail. Et donc en 83, on décide des archives du monde du travail. Ça ne sera terminé que 10 ans plus tard. Les archives vont ouvrir en 93. La réhabilitation se fait par l'architecte Sarfati. C'est une réhabilitation très intéressante, je dirais un peu culottée par rapport au patrimoine en tant que tel. Et c'est vrai que peut-être on ne ferait plus exactement de la même façon. Mais en tout cas, ça a été une réussite. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que l'État n'entretienne pas tout à fait son patrimoine aujourd'hui et que ces archives du monde du travail ne sont pas tout à fait vivantes comme elles devraient l'être. Ces archives du monde du travail, toujours dans cette usine Mode Bossu, sont flanquées d'une autre partie de l'usine avec les tissages qui devait devenir l'Eurotéléport dont on a beaucoup parlé dans les années 90 dans la métropole lilloise, puis finalement ça a fait un flop pas possible, et c'est devenu un institut universitaire. Mais en tout cas, les bâtiments ont été conservés, ont été bien restaurés, et ils ont un nouvel usage dans la ville, ce qui est tout à fait important. Quand même, on a énormément démoli, et encore plus à Roubaix et Tourcoing qu'à Lille, énormément démolis d'usines et de bâtiments annexes aux usines, de maisons de commerce, d'habitat bien sûr, mais l'habitat était souvent extrêmement dégradé, et ça a laissé des poches en attente, parce que de préverdissement, on appelait ça le préverdissement dans les années 90, on préverdit en attendant d'avoir un projet. Et ça, c'est terrible pour les villes. En Lorraine, ça a été la même chose. C'est ce rasage systématique des lieux industriels pour ne pas stigmatiser la population de cette pauvreté nouvelle. Mais je crois que c'est pire de vivre devant une friche avec un parking que de vivre devant un bâtiment, même s'il se dégrade un peu. Mais bon, ça c'est... Alors, il y a eu une initiative par la création par la communauté urbaine en 78 aussi, d'une société d'économie mixte qui s'appelait la SEM du versant nord-est, pour comptabiliser les surfaces, les plateaux industriels libres, vacants, et pour essayer de leur donner une nouvelle affectation, les proposer à des investisseurs. Et donc, il y a eu toute une série d'édifices industriels, comme ici l'usine Le Poutre, magnifique, qui a pu être réhabilité pour en faire ici une pépinière d'entreprise, d'autres bâtiments comme ici un tissage pour en faire un centre d'activité tertiaire et de services. Et il y a eu toute une série de bâtiments qui ont été sauvés dans les années 80 grâce à cette politique de la SEM du versant nord-est. Et puis ça a pris peut-être un peu trop d'ampleur, cette SEM, avec justement la politique ville renouvelée, est devenue la SEM ville renouvelée, et elle a complètement changé sa façon de penser. Elle n'a plus pensé patrimoine, elle a pensé friche à réutiliser, c'est-à-dire foncier disponible. Et alors, c'est pas pareil du tout de penser bâtiment disponible, plateau disponible et foncier disponible. Et donc le foncier, c'est pas le même type de qualité que le bâtiment et les plateaux d'usine. Et donc là, on a eu, je crois, à mon avis, pas mal de pertes, même si actuellement, ça travaille un peu différemment. Toujours à la fin des années 70, début des années 80, quelques grands exemples pris en charge par les municipalités
et par l'office de HLM comme la première grande usine donc dans un quartier péricentral de Lille, à Moulins-Lille, une grande usine textile de filature de lin, l'usine Leblanc, qui va être transformée en centre d'habitation HLM, plateau de bureaux, mais aussi un théâtre intérieur, une église, une médiathèque, un programme extrêmement complexe dans un quartier qui va très mal à l'époque, qui va toujours mal d'ailleurs, mais qui allait vraiment très mal. Et peut-être que cette opération qui a été réussie au niveau de la forme qu'a pris la réhabilitation du bâtiment, très ingénieuse, faite par les architectes Reichen et Robert, qui revenaient des États-Unis à l'époque et qui avaient vu à Lowell des exemples assez fantastiques et qui ont réappliqué ça à Lille et à Rouen avec l'usine Blin et Blin, et donc qui ont fait un beau travail de réhabilitation. Mais le programme voulu par l'office de HLM et la municipalité était peut-être trop ambitieux par rapport à l'état même du quartier. C'est-à-dire qu'on a mis une chapelle dans cette usine et on a démoli l'église faite au début du 19e siècle, par exemple, laissant un vide complètement. On a mis un théâtre dans cette usine et on a fermé le théâtre de l'Union, qui était le lieu de rassemblement de la population ouvrière depuis un siècle. Bon, enfin, plein de bêtises comme ça, programmatiques, hein, mais pour le bien de cette usine-là. Donc il faut faire attention aussi, hein, la réhabilitation, c'est pas tout, il faut faire attention au contexte, tout ça demande beaucoup d'attention. Les mêmes architectes ont été demandés par le même office d'HLM pour une réhabilitation d'une usine à peu près similaire, l'usine Prouveau de Tourcoing, où ils ont employé un peu le même langage architectural et qui fonctionne bien, ma foi, sauf le centre commercial qui était inclus, qui lui a battu de l'aile très rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que ces exemples institutionnels, on va dire, enfin faits par les institutionnels, ont entraîné une vague de transformation d'usines par le privé, par le secteur privé, d'une façon spontanée, et en particulier dans le Vieux-Lille. Alors c'est assez intéressant, parce que dans le Vieux-Lille, alors le Vieux-Lille, c'est un secteur bien particulier de Lille, avec un secteur sauvegardé, hein, qui avait été approuvé en 80, un secteur sauvegardé qui ne sauvegardait que ce qui était antérieur au 19e, parce que, évidemment, dans un quartier historique, on n'allait quand même pas inclure les bâtiments industriels. Donc les bâtiments industriels étaient vacants, en quelque sorte, et pour les promoteurs immobiliers. Et il y a eu quelques beaux exemples de promotion de ces filatures incluses dans le tissu des 17 et 18e siècles de Lille, qui ont trouvé, grâce d'ailleurs à l'importance de leur assise dans les quartiers, il se développaient les filatures, c'est 4, 5, quelquefois plus d'étages. On n'aurait jamais pu construire, évidemment, des bâtiments de cette grandeur avec les plans de régulation du secteur sauvegardé, ni même avec le plafond légal de densité qui avait cours à Lille à cette époque-là. Et donc, c'était tout bénéfice pour les promoteurs que de transformer ces usines en loft. Ça a eu un impact, là encore une autre, où on voit bien les bâtiments début 19e et les entrepôts qui sont accolés en briques, complètement transformés donc en loft dans les années 80. Et tout ça a marqué évidemment l'esprit. Il y en a plusieurs, hein. Il y a beaucoup d'usines comme ça qui ont été réhabilitées, et ça a permis une réévaluation du plan de secteur sauvegardé, où on a réévalué et on a inclus maintenant des bâtiments industriels, donc qui ne pourront pas être démolis,
parce qu'actuellement, évidemment, il y a une pression foncière énorme sur ce quartier de la ville et une envie folle de transformer le tout pour là où c'est possible. Donc là, on a figé quand même aussi des parties complètement industrielles qui deviennent du patrimoine à part entière. Donc une évolution assez intéressante. Des opérations qui se font par les industriels eux-mêmes, qui transforment leurs locaux. Et ça, on en a énormément d'exemples sur Roubaix et Tourcoing. Des industriels qui vont changer leur orientation économique après la fermeture de leurs usines, qui vont être davantage axés sur le commerce, et qui vont créer, par exemple, ce magasin d'usine qui s'appelle l'usine à Roubaix, dans un ancien tissage, donc de 1903. Au départ, c'était simplement faire du commerce dans ce lieu, en faisant, je dirais, un commerce sans beaucoup de fioritures, où on dispose des stocks de vêtements, et puis chacun vient acheter à bas prix. Juste en face, d'ailleurs, il y a eu, dans le même esprit, le premier magasin Auchan. Vous connaissez le magasin Auchan? Alors, les grandes surfaces Auchan, l'origine, c'est juste en face de l'usine à Roubaix. C'est un tissage qui se trouve dans le quartier des Auchan, puisque ça, c'est le quartier des Auchan à Roubaix. Et ce tissage, c'était la vente en vrac de surplus d'usine. Donc ça, c'est le premier magasin Auchan. Et donc, quand Auchan, donc les Mulliers, se sont spécialisés dans la grande distribution à un autre niveau, le magasin d'usine, en fait, est parti en face, dans cette usine Motte. Donc, alors, Mulliers, Motte, sont les mêmes qu'on retrouve à Roubaix-Tourcoing depuis des centaines d'années, et qui continuent à avoir une énergie dans l'économie contemporaine. Donc c'est assez intéressant. Donc magasin d'usine qui a permis évidemment de complètement... Alors ça a eu un tel succès, surtout outre-frontières, puisque le samedi à l'usine, c'est des Belges, des Hollandais, des Allemands qui viennent, et donc une réhabilitation superbe de ce nouvel ensemble commercial. C'est un phénomène assez intéressant. Autre phénomène intéressant, c'est toute la vente par correspondance. La Redoute, les Trois Suisses, la Blanche-Porte, le Verbaudet, toutes ces grandes boîtes qui sont de Roubaix, qui vont acquérir les usines fermées pour faire du stockage et de la vente. Et donc, ça va permettre de conserver ce patrimoine. Et donc là, on en a, alors, le long du boulevard industriel de Tourcoing, par exemple, vous n'avez que ça. Et toutes les usines qui avaient été reconstruites après la guerre 14-18, donc c'est souvent des usines des années 20, ont toutes été conservées grâce à cette nouvelle économie basée sur cette grande distribution et le stockage pour la grande distribution. Autre phénomène très important aussi, dû à un promoteur privé qui s'est fait à Lille, c'est dans les années 90, donc en 90, est née une société de promotion qui s'appelle Nord Tertiaire, et c'est une espèce d'allumé autodidacte qui est tombé fou amoureux des usines. Et puis en plus, comme il avait le sens des affaires, il s'est dit, plafond légal de densité, on ne peut pas monter à plus de R+4 dans la métropole. Il y a des usines qui font R+4, R+5, R+6, R+7. On va transformer ça en bureau et on va faire de la promotion immobilière d'une autre façon. Donc Nord Tertiaire, ça a été sous l'égide donc d'un personnage, on peut dire un personnage, qui s'appelle David Avital, et à partir de lui, on a parlé de la ravitalisation des friches par la transformation qu'il a fait accomplir de toutes ces grandes usines. Et si le quartier de Moulins à Lille
en plus de l'usine qu'on a vue tout à l'heure, et le quartier où il y a le plus d'usines importantes, c'est grâce à lui. Donc, quelques exemples de ces bâtiments complètement transformés en bureaux et qui ont évidemment eu des petits, comme cette usine transformée dans l'Institut de sciences politiques du Nord, avec tous les éléments formels qui sont repris en compte d'une façon intelligente. Et la fac de droit qui va réinstaller à Lille. Alors à Lille, on avait des universités dans le centre-ville. Ces universités sont parties dans un campus périphérique et puis maintenant elles reviennent. Alors les universités deviennent de l'habitat et la nouvelle université se fait dans les usines. C'est assez curieux, c'est comme ça. Bon, voilà, donc ces mutations-là qui sont assez intéressantes, avec une ancienne rue ici qui est maintenant complètement à l'intérieur de la faculté et qui sert à joindre les différents bâtiments. On voit ce phénomène culturel et universitaire se développer un peu partout à Lille, Roubaix, Tourcoing et toutes les communes adjacentes, avec la transformation donc d'usines en lieux culturels, ici en MJC, ici l'ancienne usine de Surmont en IUT de la faculté qui est de plus en plus éclatée dans la métropole, qui a vraiment quitté son campus, qui se diffuse partout, et qui est une façon, évidemment, de remobiliser les secteurs urbains pour une nouvelle activité plus créative. Ici, donc, un Focom dans une ancienne usine, il y en a partout. Le Fresnoy, école d'art qui se fait dans un ancien bal populaire industriel à Tourcoing, et donc vous devez certainement connaître cet exemple de Bernard Tchoumi qui met une espèce de coque au-dessus des bâtiments, ce ne sont pas des bâtiments de production, mais ce sont des bâtiments qui font partie de la culture industrielle et qui vont transformer complètement ce quartier du Blanceau à Tourcoing. La piscine de Roubaix, le grand musée de la piscine de Roubaix qui a un succès assez fantastique au niveau français, qui se fait dans une ancienne piscine, mais aussi qui réinterprète à l'état de ruine d'anciens locaux industriels, qui donnent donc une autre perspective à la poésie de l'industrie, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Je crois que là, c'est vraiment une œuvre poétique à partir de la mémoire, qui est assez intéressante. Et puis, ce qui a été fondamental aussi pour l'île Roubaix-Tourcoing, c'est 2004, capitale européenne de la culture, qui nous a fait faire un bond en avant incroyable au niveau de notre lisibilité française et internationale. Et une des actions, ça a été de faire ce qu'on a appelé les maisons folies. Des maisons folies, c'est des maisons de quartier dans lesquelles se passent des événements, des expositions, des concerts, etc. Pendant l'île 2004, mais aussi après. Et ça fonctionne toujours, et ça a permis de sauvegarder et de transformer plusieurs lieux industriels, comme ici la maison folie de Ouezem, qui est une ancienne filature un ancien tissage de lin, et qui a été transformé en lieu d'exposition, salle de concert, avec l'introduction d'une architecture beaucoup plus intéressante, beaucoup plus contemporaine, résidence d'artistes, etc. Et puis on ne compte plus les lofts dans tous les lieux possibles pour les promoteurs privés qui se font un peu partout, à Lille, à Roubaix, à Tourcoing, dans des lieux vraiment, là c'est en train de se faire, dans des lieux vraiment improbables. Bon, je vais peut-être passer sur l'exemple de la filature pour arriver, pour arriver sur les grands projets d'excellence de la métropole, ce qu'on a appelé les projets d'excellence, les pôles d'excellence, qui ont été fixés par le PLU en 2002,
qui reprennent donc les friches industrielles de la ville renouvelée, les poches de la ville renouvelée. Et il y a au moins 2 grands pôles d'excellence qui se font à partir de ces poches de friches. C'est la zone de l'Union, à cheval sur Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, donc 3 communes importantes, de part et d'autre du canal industriel. Et l'autre, c'est Euratechnologie et les rives de la Haute-Dole à Lille, qui se fait à partir d'un énorme site industriel textile aussi, et qui se transforme en centre des techniques de communication. Alors, le site de l'Union, c'est par exemple l'usine Vanoutrive, qui était là aussi une usine de velours, qui se développait sur 4 hectares et qui devient ce qu'on appelle la pleine image, avec des studios de cinéma, un pôle TV, etc. Bon, ça devient terrible. Il faut quand même que je vous parle de Lodz un peu. Donc, 45 entreprises spécialisées qui vont se développer donc sur ce site. Mais un site où on ne garde pas tout, où on détruit beaucoup. Vous voyez tout ça, parce qu'il faut dépolluer. Et donc, le patrimoine industriel, ce n'est qu'une toute petite partie de la transformation de ces friches. C'est encore plus vrai sur l'autre partie du site de l'Union, avec le centre des textiles innovants, où l'ancienne usine de la Tossé, qui était une merveille encore en 2002, même 2003, est devenue presque plus rien. On garde presque plus rien. Donc là, est-ce qu'on peut parler de patrimoine? Je ne sais pas, c'est une... Alors, je vous invite au débat qui aura lieu sur ce petit bout, là, ce village d'Astérix, mardi prochain, ici, en défi de ville, qui va parler de ce rapport entre la friche et puis ce que l'on peut garder, et en particulier cette rue Stephenson. Euratechnologie, par contre, c'est une énorme usine réhabilitée pour des activités tertiaires, très bien réhabilitée, centre d'un nouveau quartier. Mais vous voyez que le langage formel employé pour la réhabilitation n'a plus rien à voir avec le langage que l'on voyait chez Rechen et Robert dans les années 80, avec un atrium bioclimatique. Oui, alors je vais passer à Lodz tout de suite. Non, mais vous avez raison, je savais bien que je déborderais. Alors, Lodz, troisième ville, une ville qui, donc actuellement agglomération d'1,2 million habitants, 760 000 pour le centre-ville, qui a perdu 100 000 habitants depuis 88, bon, donc ville en crise, hein, complètement, et qui veut se fabriquer son identité. Alors, c'est une ville particulière, puisque c'est une ville qui a été créée de toutes pièces par un édit tsariste de 1823 pour implanter des villes textiles dans la Pologne qui était sous la coupe de la Russie à l'époque et qui voulait créer des lieux d'industrie. Donc c'est une ville que l'on a appelée la Terre Promise. Alors, je ne sais pas si vous connaissez La Terre Promise, ce film de Vajda, qui est un originaire de Lodz, hein, puisque à Lodz, il y a une énorme école de cinéma, Polanski, Vajda, etc. Bon. Et Vajda a fait un film sur la naissance de Lodz, hein, qui s'appelle La Terre Promise. La Terre Promise, c'était un roman qui avait été écrit aussi à Lodz au début du XXe siècle pour montrer comment cette ville avait éclos à partir de l'industrie. Et à partir d'un plan minimal qui est un plan linéaire, où il y avait un petit village, 700 habitants, et puis on a fait une grande avenue, et de part et d'autre, une espèce de quadrillage minimal, dans lesquels se sont implantés d'abord les tisserands, puis les industries. Donc une ville faite par l'industrie, pour l'industrie, hein, avec un plan là. On n'est pas parti du tracé rural, on est parti de ce tracé rationnel pour accueillir des industriels venant d'autres régions, en particulier des Russes, des Allemands,
mais aussi, alors, des juifs. Alors, quand on dit des juifs, parce que de quelle nationalité sont-ils? Ça me fait toujours un drôle d'effet quand je vais à Lodz, on parle des juifs. Je dis, ben quoi, des juifs, c'est quoi? Ils sont polonais, ou ils sont allemands, ou ils sont français, enfin, ils sont quelque chose, de toute façon. Et alors, ils me regardent hébétés, comme si vraiment c'était pas possible. Bon, enfin bref. Donc, il y a eu toute cette population qui est arrivée à la demande donc de la Russie pour fabriquer une ville industrielle. Aussi des Français, des Anglais, etc. Je vous ai montré l'usine de Zurmont tout à l'heure à Tourcoing. Vous allez la retrouver à Lodz. Hein. Bon, ce sont les mêmes qui viennent s'implanter. Donc, une rue très importante qui est la Piotrkowska, qui est la rue principale, 5 km de long. Et puis, de part et d'autre, des petites entreprises et l'habitat ouvrier qui vont se décliner sur des îlots au départ de 300 mètres de long, hein, qui ont été recoupés ensuite. Et puis, au nord et au sud, des très grandes entreprises, ce qu'on appelle les royaumes, c'est-à-dire des gros industriels qui se développent sur 40 hectares. Donc la Piotrkowska, qui est la grande rue, qui va arborer évidemment ces grandes maisons de commerce, ces entrepôts luxueux, comme à Manchester sur Portland Street, comme la grande rue de Roubaix, etc. C'est la même chose. Et puis à l'arrière, des premiers ateliers, qui vont, et puis de l'habitat, mais aussi les premiers ateliers de tisserand. Et c'est tout ce travail-là, actuellement, qui est fait de revalorisation de la ville de Lodz. Il faut voir que Lodz a été, comme dit, je vous ai mis Lydia Coudroy de Lille parle d'invisibilité de la ville pendant toute la période socialiste. C'est-à-dire que de 45 à 89, la ville ne peut pas parler de son patrimoine. Et donc, elle retrouve son patrimoine seulement à partir de 90. Et elle essaye maintenant de s'identifier, d'avoir une identité. Et l'identité de la ville, c'est un défi pour Lodz. Et cette identité, elle est forcément industrielle. Et donc, c'est ce patrimoine-là qui fait que on va retrouver ses racines et on va arriver à une nouvelle terre promise. Ça, c'est le but de ce travail sur le patrimoine. Et alors, ce qui est intéressant à Lodz, c'est que tout le travail de base vient des institutions chargées du patrimoine. Et ils font un travail magnifique de recensement, d'analyse de tous les bâtiments, parce que les investisseurs sont rares. Et après ça seulement, on va chercher les investisseurs. Et on va les chercher pas tellement en Pologne, mais à l'étranger. Comme la terre promise, comme on avait fait en 1820. Et ce sont des financeurs étrangers qui vont venir. Alors je vais me dépêcher là. Là, ce sont les premiers ateliers presque ruraux. Hein, donc ça, c'est classé. Hein, tout ça a été inventorié, classé. Toutes les cœurs d'îlots, mais pratiquement tous les cœurs d'îlots renferment des éléments intéressants. Alors, quand c'est pas classé, en tout cas, c'est inventorié, travaillé. Et, il y a actuellement sur Lodz, sur le centre de Lodz, 1200 bâtiments inscrits, 230 bâtiments classés, 50 disparus. Et ils font très attention à ce que ça ne disparaisse pas davantage. Donc vraiment un gros travail qui a été fait parce que on sent bien qu'il faut offrir un nouvel avenir à la ville et qu'il faut offrir un nouvel avenir à la ville d'une ville fière de son passé. Bon, ça, c'est le slogan même d'une des grosses opérations. Offrir un nouvel avenir à une ville fière de son passé, c'est l'enjeu. Donc, ce travail d'analyse de tout ce patrimoine se fait alors ça, à tous les coins de rue, vous en avez des usines, hein, qui sont évidemment en plus ou moins bon état. Vous avez des réutilisations spontanées, quelquefois bien faites, quelquefois terribles.
comme ici. Alors là, ça fait hurler les conservateurs des monuments historiques qui veillent au grain, hein, mais bon, on n'a pas forcément les moyens. Ici, un hôtel qui est plutôt bien vu, mais aussi énormément de friches, parce qu'on ne peut pas tout garder, des zones en attente. L'université a beaucoup travaillé à partir des bâtiments industriels, autant qu'à partir des bâtiments universitaires de la période socialiste, plus ou moins bien, mais en tout cas, ça se fait partout. Là, justement, cette usine de Zurmont-Motte de Roubaix-Tourcoing qui se retrouve donc au cœur de Lot, et puis de très grosses usines. Par exemple, l'usine Jaeger, ici, transformée en musée du textile, qui est d'ailleurs un très beau musée. Là, c'était aussi un grand domaine dont on voit la partie de l'autre côté de la rue, qui, là, par contre, est en démolition, alors qu'on se dit qu'il y a quand même des qualités extraordinaires. Mais il y a tellement peu d'investissements, on est tellement dans une ville en récession. La ville qui était la deuxième ville de Pologne est passée au rang numéro 3 maintenant, et bon, on essaye de s'en sortir. La ville a essayé de se mettre sur la liste des villes justement capitales européennes de la culture pour 2016, avec comme argument son patrimoine industriel. Et finalement, le gouvernement de Pologne a choisi d'autres villes et a écarté la candidature de Łódź. Mais ça a permis quand même une fierté à la population de Łódź qui y croit quand même davantage. Alors, il y a deux grandes opérations, il y a trois grandes opérations, je me dépêche, je les fais en 5 minutes, trois grandes opérations qui sont faites à Łódź depuis les années 2005. C'est l'opération sur le royaume Poznański. Le royaume Poznański, donc c'est un industriel d'origine israélite, Israël Poznański, qui avait une des plus grosses entreprises qui a fonctionné jusque dans les années 30. Ça a commencé en 1870 et une entreprise textile qui a fonctionné après, aussi pendant la période socialiste, qui a été reprise, Poltex, qui a repris l'usine privée, qui l'a nationalisée, et qui a fonctionné donc jusqu'en 91. Et en 91, petit à petit, ça a fermé. Par contre, les gens de l'inventaire ont travaillé sur tous les bâtiments de cette usine, et toute une partie a été classée, et par contre, beaucoup de bâtiments pouvaient être démolis. Et c'est une société italo-française, Apsis, qui a repris le domaine et qui l'a racheté donc à la ville, et avec l'accord de la ville, a fait une réhabilitation de l'ensemble, alors pas des 40 hectares, de 28 hectares, en préservant évidemment tous les éléments de patrimoine, comme vous voyez les grilles d'entrée là, qui sont classées en fer forgé. Il y a des fers forgés extraordinaires, tout un travail de la brique. Le palais, puisque quand on parle de royaume, c'est qu'il y a le palais du propriétaire de l'usine et les logements ouvriers. C'est la trilogie du royaume. Le palais avait déjà été converti en musée de la ville depuis 1971. Donc il avait été bien... et il est juste adjacent à l'usine. Et l'usine a été dégagée des bâtiments centraux pas très intéressants des années 50-60, et on a gardé que les éléments les plus patrimoniaux, et on a fait là une nouvelle place centrale de la ville de Łódź, avec l'aide de la municipalité. Et c'est devenu un centre très important qui déplace les foules, où on a un centre de cinéma, où on a un musée, où on a évidemment un très gros centre commercial, puisque c'était le but quand même pour Apsis, où a été inauguré il y a 15 jours l'Alliance française, qui s'est localisée là
à Lodz, et puis où il y a surtout l'hôtel Handel. L'hôtel Handel, c'est un grand hôtel d'une grande chaîne autrichienne, où il y a eu un travail extraordinaire au niveau du patrimoine, peut-être plus que sur l'ensemble manufactural lui-même, avec, malgré la piscine sur le toit, vous voyez, qui dépasse, et l'intérieur qui a été magnifiquement travaillé, restauré, en conservant le langage industriel tout en y mêlant le design contemporain. Ce mélange entre les deux est particulièrement réussi. Par contre, quand on regarde depuis le haut et que l'on voit là le mur écran et le parking sur le premier étage, on se dit qu'on aurait quand même pu faire mieux. Donc il y a toujours des choses. Et puis de l'autre côté de la rue, tous les logements ouvriers qui n'ont pas du tout été repris en compte et où vit encore une population dans un grand dénuement. Donc encore beaucoup de choses à faire. Le deuxième royaume, c'est le royaume Scheibler, qui est aussi sur 40 hectares au sud, qui lui a été beaucoup plus morcelé dans sa réhabilitation. Ça a attiré un investisseur australien, allez savoir pourquoi. Donc des Australiens qui ont racheté une partie des bâtiments industriels et qui en ont fait 340 lofts, vendus sur plan directement à des prix incroyables pour le pouvoir d'achat polonais, mais bon, ça se fait comme ça, et qui ont fait aussi, avec l'aide des monuments historiques du voïvodie de Lodz, un travail assez remarquable, en tout cas sur les façades. Reconquête de l'usine, donc là c'était la maquette il y a quelques années quand on était en train de démolir certaines parties, et puis le travail assez respectueux de l'ensemble de la réhabilitation avec les différentes tours, les portes, les grilles, les fenêtres. Tout ça a été très bien fait, les lieux de la machine à vapeur, etc. Par contre, l'intérieur, un peu minimaliste, on a l'impression de se trouver dans une prison américaine. Mais bon, en tout cas, on a conservé la structure et c'est l'essentiel. L'intérieur des lofts, donc vendu, mais peut-être pas habité encore. Un ensemble morcelé, c'est-à-dire que juste à côté, on a des bâtiments en attente. Hein. Par contre, plein dans ces royaumes, il y avait tout, hein, y compris la caserne de pompiers, etc. Et l'habitat, tout ça a été réhabilité. Bon, voilà. Je vous montre l'habitat ouvrier de ce royaume, et là où on tourne un film, parce que je vous ai dit que le cinéma était très important à Lodz. Et dans le troisième exemple dont je vais à peine vous parler, autour de la gare centrale, où on a démoli énormément, on a gardé une ancienne centrale électrique pour en faire une zone artistique spéciale sur 30 hectares, dans laquelle alors donc réhabilitation de ces bâtiments, de 1909 à 1930, avec une architecture donc bien particulière, et c'est là que David Lynch devait créer ses studios de cinéma. Dernièrement, ça marchait plus trop entre David Lynch et la ville de Lodz, mais en tout cas c'est une perspective culturelle qui est engendrée donc par ces réhabilitations de bâtiments. Bon, voilà, j'ai été un peu longue. En conclusion, donc ces trois villes ont finalement réussi à conserver une partie de leur patrimoine industriel, tout en accomplissant leur mutation en tant que métropole culturelle et métropole innovante. Et je crois que ça, c'est un phénomène important. Je crois aussi que c'est plus la reconnaissance d'un héritage urbain par toute la société que la reconnaissance d'un patrimoine à faire de spécialistes qui fait la réussite de ces opérations. Voilà, je vous remercie.